Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on va s'attaquer à des croyances limitantes. Mon objectif, vraiment, avec cet épisode, qui va s'adresser d'ailleurs principalement aux femmes célibataires, c'est vraiment les personnes à qui ça s'adresse le plus, même si évidemment tout le monde pourra y trouver son compte dans ce petit exercice qu'on va faire aujourd'hui. L'objectif, comme je le disais, c'est de casser des croyances limitantes qui sont vraiment répandues, que peuvent avoir les femmes célibataires et qui peuvent les empêcher de faire de belles rencontres. Pour que ce soit plus digeste, je vais découper l'épisode en 3 parties et du coup, on va passer en revue 3 erreurs, entre guillemets, inconscientes qu'on peut faire et qui potentiellement nous empêchent de faire de belles rencontres, voire même de trouver une personne qui nous correspond vraiment. La première erreur, la première partie de cet épisode, ça va être le fait de ne pas oser faire le premier pas. Je vous l'ai dit, l'épisode s'adresse plutôt aux femmes célibataires, mais globalement, c'est vraiment une règle qui va s'appliquer à tout le monde. Mais là, vraiment, je voudrais parler du fait que les femmes n'osent pas faire le premier pas. La croyance limitante qu'il y a là-dessous, ça va être « j'attends qu'un homme fasse le premier pas » ou même plutôt « c'est aux hommes de faire le premier pas, donc du coup, moi je ne fais rien ». Vous vous doutez bien que je ne me permettrai pas de vous dire ça si je ne l'avais pas fait moi-même. Bon, pour vous raconter vite fait, en fait, tout simplement, c'était quelqu'un que je croisais souvent, que j'étais amenée à croiser quasiment toutes les semaines, en fait. Et donc, avec cette personne, on se regardait à chaque fois, on s'échangeait des regards, mais personne ne faisait rien. Enfin, voilà, ça en restait là à chaque fois. Pour vous la faire courte, à un moment donné, j'ai décidé d'agir. Je me suis dit, bon, si lui fait rien, il peut y avoir plein de raisons à ça. Moi, en tout cas, j'ai pas envie de rester avec des « et si » dans ma tête. Du coup, j'ai décidé d'agir un petit peu sur un coup de tête, je vais pas vous mentir. Et ce que j'ai fait, du coup, en fait, très simplement, si vous voulez vous en inspirer, ça vous donnera peut-être des idées, c'est que cette personne, je la croisais sur son lieu de travail. Et du coup, j'ai décidé tout simplement de lui écrire un petit mot sur un papier avec mon numéro de téléphone. Donc, je suis allée lui parler, je lui ai juste dit bonjour, voilà, je voulais vous donner ça, bonne journée, je suis partie. Résultat, cette personne m'a écrit et ce qu'il m'a révélé ensuite, c'est qu'en fait, il était intéressé. J'avais pas rêvé, j'avais pas imaginé des choses qui n'étaient pas là. Il y avait bien des vrais échanges de regards, etc. Il était très content que je l'ai fait parce que lui ne l'aurait jamais fait. Donc au final, j'ai vraiment bien fait de poser cet acte-là, puisque il y avait bien quelque chose, mais si je ne l'avais pas fait, en fait, ça en serait resté là, et lui n'aurait pas osé en fait le faire. Et donc voilà, en fait, derrière, il n'y a pas eu de rejet, il n'y a pas eu d'humiliation, il n'y a pas eu, il n'y a rien eu de tout ça. Je dis pas que ça peut pas arriver quand on ose, entre guillemets, aborder quelqu'un, mais ce qui s'est passé, en fait, tout simplement, c'est que il était très admiratif de mon geste et de mon courage, en plus d'être évidemment très flatté que je fasse ça. Aujourd'hui, le fait que ce soit moi qui ai fait ce pas-là vers lui, c'est vraiment quelque chose de positif. Ça a vraiment été quelque chose de positif dans la dynamique et absolument pas quelque chose de négatif comme beaucoup de femmes peuvent le penser. Et moi, j'en ai un petit peu marre, en fait, de ce discours, aujourd'hui, qui circule un peu partout, comme quoi ce serait toujours aux hommes de faire le premier pas, d'oser aborder quelqu'un, de faire ce pas-là, et que nous, on devrait rester dans une posture d'attente, et que si un homme ne vient pas vers nous, ça veut dire qu'il est forcément pas intéressé. Je suis absolument pas d'accord avec cette croyance-là. Les hommes
sont des êtres humains au même titre que n'importe qui. Donc, eux aussi, ils ont cette peur du rejet qui est très très forte chez l'être humain. Je vous l'ai déjà expliqué. La peur du rejet, pourquoi elle est aussi importante? C'est tout simplement parce que, d'un point de vue évolutionniste, le rejet à l'époque à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'était vraiment un danger pour la survie. Quand on était rejeté du groupe, on se retrouvait tout seul et donc on était beaucoup plus vulnérable et ça représentait un vrai danger concret, une vraie menace pour notre survie directe. Et les hommes, au même titre que les femmes, au même titre que n'importe qui, ont cette peur du rejet qui est très forte aussi dans leur cerveau, qui va se déclencher, qui va les bloquer aussi. Et eux aussi vont avoir cette peur de ne pas nous intéresser en fait. Et c'est un truc qui est assez fou parce que j'ai entendu ça plusieurs fois de la part de garçons, de la part d'hommes qui étaient intéressés par une femme et qui disaient, alors que vraiment, moi j'ai été observatrice de ça, et que vraiment, c'était évident en fait. C'était vraiment évident que la femme envoyait des signes, des regards, voilà, c'était évident. Et lui, il était là en mode « Non, mais à mon avis, c'est pas moi qu'elle regarde. Non, en vrai, c'est pas possible. Ça sert à rien que j'y aille, je vais me ridiculiser. Je suis sûre que c'est même pas moi qu'elle regarde. » Et ça, c'est ce que la personne m'a dit aussi, la personne dont je vous parle à l'instant. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Qu'à un moment donné, il se disait « Non, mais c'est pas possible. Si ça se trouve, c'est même pas moi qu'elle regarde. Si ça se trouve, c'est pas à moi qu'elle sourit. » Donc, c'est totalement possible que dans la tête de cet homme, il y ait ce truc de « Non, mais c'est pas possible qu'elle s'intéresse à moi. Non, mais si ça se trouve, c'est pas moi qu'elle regarde, c'est pas moi qu'elle sourit, etc. » Il y a vraiment ce truc-là. Et il y a ce coup de l'approche aux yeux d'un homme. C'est-à-dire que approcher une femme, il y a vraiment un coup derrière, en fait. Évidemment, il y a le risque du rejet, il y a le regard des autres, il y a la peur il y a la peur du blanc, il y a la peur de l'humiliation, il y a évidemment le risque pour l'ego. Il y a une peur aussi, dans certains contextes, de passer pour un harceleur. C'est une peur qui est un peu irrationnelle, mais ouais, dans certains contextes, d'aborder quelqu'un et que la femme se dise « Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd !» qui est cette... cet amalgame entre bon bah non, en fait c'est juste un garçon qui aborde mais qui est peut-être un peu maladroit, et non, là c'est vraiment un gros lourd border harceleur, quoi. Évidemment, en fonction du contexte, il y aura aussi le risque pour comme je le disais tout à l'heure, le regard des autres, le risque pour sa réputation, par exemple s'il est au travail, déjà de paraître pas sérieux, ou de paraître un peu comme un don Juan, ou même tout simplement que la personne se dise ah bah s'il vient m'aborder, c'est qu'il doit faire ça tout le temps, et que il doit avoir l'habitude, et que voilà, je dois pas être la première et que ça doit pas être sincère. Alors attention, je suis pas en train de dire que tout ça ça ne concerne que les hommes, parce que ça aussi justement les femmes vont l'avoir, enfin ça concerne tous les êtres humains en fait. La peur du rejet, du regard des autres, de l'humiliation, de ce que la personne va répondre, de comment on va être perçu, ça va être, on va le retrouver chez tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas penser que automatiquement ça va être plus facile pour un homme que ça le serait pour une femme. En fait, c'est la même chose pour tout le monde. Les doutes, comment la personne va le recevoir, le rejet, tout ça, ça va concerner n'importe qui. Ce qui veut dire que, à mon sens, il n'y a pas vraiment de logique à considérer que ça devrait être aux hommes de le faire et pas aux femmes finalement. Au-delà de ça, je trouve que ça en fait vraiment un excellent exercice pour n'importe qui, hein. Mais en particulier, vraiment, là pour le coup pour les femmes, je trouve que c'est vraiment un excellent exercice pour dépasser sa peur du rejet et de l'humiliation. C'est un excellent exercice pour vraiment intégrer l'idée que notre valeur ne dépend pas d'un oui ou d'un non. Que notre valeur ne dépend pas de
du retour d'une autre personne. Parce que c'est facile de comprendre ça en théorie. Maintenant, il faut s'y confronter en pratique pour vraiment intégrer cette notion. Vraiment, moi, le fait d'avoir fait ça, même si j'avais pas, évidemment, vous vous doutez, une peur du rejet hyper forte, parce que c'est une chose sur laquelle j'ai déjà été amenée à travailler, évidemment, mais on va dire que c'était un contexte inédit dans lequel je ne m'étais pas encore vraiment essayée. Et je trouve que vraiment, ça débloque quelque chose, en fait, dans le cerveau. Ça débloque vraiment un truc de... en fait, si je suis capable de me mettre dans une situation comme ça, maintenant, je me sens capable de faire plein d'autres trucs un peu dans la même veine, quoi. Un peu qui représentent pour mon cerveau un risque équivalent. En fait, maintenant que je l'ai fait une fois, je me sens capable de le faire 56 fois, quoi. Donc vraiment, c'est un exercice que je vous conseille si vous vous retrouvez dans ce genre de contexte et de situation. Je recommande vraiment de le faire. L'avantage aussi, mesdames, c'est que quand vous êtes dans une posture de « j'attends que quelqu'un m'aborde », bon, évidemment, moi, j'étais dans un contexte où je sentais déjà qu'il y avait quelque chose. Je pense pas que je l'aurais fait si j'avais intercepté aucun signe de la personne et si mon intuition m'avait pas dit « là, il faut que tu y ailles parce qu'il y a vraiment quelque chose ». Voilà. Maintenant, à côté de ça, je trouve que ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que plutôt que d'attendre qu'un homme comme ça, un peu random, que vous connaissez pas, vous aborde, parce que lui, il vous a vu, ça se trouve, vous l'avez même pas remarqué, plutôt que d'attendre, voilà, qu'un homme comme ça, que vous n'avez pas vraiment choisi d'une quelconque façon, vous aborde, parce que vous êtes dans cette posture de « moi, je n'aborde personne, j'attends que quelqu'un vienne me voir, etc. » En fait, le fait de faire ça, ça vous met dans une posture où c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire que vous avez identifié, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous plaisait, là, vous ne vous dites pas en fait, je laisse le pouvoir à l'autre personne de venir me voir ou pas, j'attends éventuellement que quelqu'un d'autre vienne me voir. Non, vous vous dites, moi, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'explorer éventuellement ça. En fait, j'y vais, quoi. Voilà. Conclusion, les filles, osez faire le premier pas. Vous allez voir qu'il n'y a que du positif qui va en ressortir, peu importe le retour et la réponse de la personne, il n'y a que du positif. Enfin, ça ne va vous apporter que du positif, en fait. Deuxième erreur, deuxième partie, on va parler de la liste de courses. La liste de courses, si vous me connaissez depuis un moment, vous en avez déjà entendu parler. La liste de courses, c'est quoi ? C'est en fait cette liste de critères qu'on a établi. Il y a même des personnes qui ont littéralement cette liste dans leur téléphone ou ailleurs. C'est cette fameuse liste de ce qu'on recherche chez une personne, de voire même de ce qu'il nous faut impérativement chez une personne. Sauf que, pourquoi j'appelle ça une liste de courses ? C'est parce qu'en fait, dans cette liste de critères, bien souvent, on ne retrouve même pas ce qu'il y a de plus important, mais on retrouve des choses qui, in fine, sont pas, vont plus nous limiter qu'autre chose. C'est-à-dire que, on va dire qu'il faut que la personne fasse impérativement une certaine taille, qu'elle ait un certain métier, qu'elle ait un certain âge, qu'elle ait une certaine situation. On se crée des critères, on se met des critères, en fait, ultra précis, de choses qui, en fait, correspondraient plus à des choses qu'on aimerait bien, des choses qui seraient souhaitables, mais qui sont vraiment pas les trucs les plus importants à chercher chez quelqu'un. Et du coup, en se mettant des critères qui sont pas les plus importants et qui en plus, c'est pas ces critères-là qui vont faire que la personne sera la bonne personne pour nous, on va vraiment se limiter en fait. On va se dire, moi si la personne elle correspond pas à ci, ça,
tous mes critères, là, mes 35 critères que j'ai mis sur ma liste. Si je rencontre une personne mais qu'elle correspond pas à ça parce qu'elle est un peu plus jeune, parce que elle n'est pas entrepreneur comme moi, parce qu'elle gagne pas X milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros par mois, etc. Si elle correspond pas à tous ces trucs-là, bah moi, ça m'intéresse même pas, voilà, je vais même pas creuser. Des critères qui, au final, nous limitent plus qu'autre chose, qui peuvent être des indicateurs de « je pense que ça matcherait bien avec une personne qui est comme ça », mais quand ça devient trop strict et quand ça devient trop impératif, là, c'est pas bon. À une époque, je pensais que j'allais pas pouvoir fréquenter quelqu'un qui ne serait pas entrepreneur comme moi. Parce que je partais du principe que comme c'est un mode de vie qui est vraiment particulier, où on est obligé en fait de faire passer notre travail avant tout le reste en fait, parce que y a des moments, si on bosse pas et si on n'investit pas un certain nombre d'heures, enfin en tout cas moi dans l'activité que je fais, il y a des moments où en fait je suis obligée limite de m'isoler complètement pour être vraiment full focus sur ce que je dois faire, parce que j'ai des deadlines, parce qu'en fait si je fais pas ça, ça avance pas vraiment et ça me prend beaucoup trop de temps. Et je pensais que une personne qui ne serait pas là-dedans, nos styles de vie ne pourraient pas concorder et cette personne ne pourrait pas comprendre ce que je fais, pourquoi je priorise autant mon travail et que parfois je peux être relativement libre parce que je prends des jours off et je travaille un peu moins et voilà. Et par contre à d'autres moments j'ai quasiment disparu parce que j'étais full focus sur mon travail, etc. Et j'ai compris, en fait, au final, que non, tout ce qu'il me fallait, c'était juste quelqu'un qui comprenait justement ce que je faisais, qui avait un mode de vie quand même qui était un minimum compatible en termes d'emploi du temps, de flexibilité, on va dire, et qui comprenait que j'allais pas pouvoir passer énormément de temps finalement avec la personne, que j'allais pas pouvoir passer tout mon temps avec cette personne. Non pas que c'est quelque chose que je puisse faire de toute façon, étant très solitaire, introvertie et indépendante, comme vous le savez, dans ma personnalité. Mais en fait, ouais, je me mettais ce truc-là dans la tête, cette barrière et cette limite dans la tête de... En fait, si c'est quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, ça va être compliqué. Alors que pas du tout. Il me fallait juste quelqu'un qui comprenait ce que je faisais, qui comprenait mes contraintes et ma position, et qui pouvait à la limite éventuellement me soutenir dans ce que je faisais, et éventuellement si j'ai envie d'en parler avec la personne, me donner son avis et pourquoi pas me conseiller, pourquoi pas, c'est même pas une nécessité, mais j'avais pas besoin de me mettre cette limite-là dans la tête en fait. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que la liste de courses c'est un truc qui nous bloque plus qu'autre chose, c'est que ça part d'un bon sentiment, certains critères qu'on va mettre dessus, mais au final, c'est pas, ça nous limite et c'est pas le plus important. Le plus important, ça reste, et ça c'est vraiment le point le plus important que je veux que vous reteniez, c'est comment la personne vous traite. Ce sont les caractéristiques de la relation, sont les ingrédients de la relation et comment la personne est avec vous et ce qu'elle vous apporte. Et ce que vous lui apportez, évidemment. Parmi les choses qui sont les plus importantes, on va retrouver quoi ? On va les passer en revue là rapidement. Première chose déjà, c'est la communication. Tout le monde dit la communication c'est le plus important, mais 90% des gens ne communiquent pas vraiment en fait. Enfin, ils savent pas vraiment ce que c'est concrètement de communiquer. Communiquer, c'est tout simplement tout dire. Enfin, tout dire. C'est pas informer la personne d'absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, et non. Mais c'est que ce qui concerne la relation, ce qui concerne l'autre personne, on lui dit. Si on a besoin de clarifier des choses parce qu'il y a des choses, il y a des éléments qui nous manquent, il y a des choses qui sont pas claires, on fait pas de supposition, on demande. On part pas du principe que la personne va vouloir ça, va aimer ça, va pas aimer ça, va le prendre comme ça. Non.
il n'y a pas de tabou. On se dit les choses et on est capable de se dire les choses clairement, en fait, pour pouvoir avancer et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre et j'ai eu l'impression que si, mais en fait, derrière, c'était pas ça. Évidemment, il y a le respect. C'est pour ça que c'est hyper important de poser ses limites dès le départ, poser les limites que vous avez vraiment et de voir si la personne les respecte. Je dis les limites que vous avez vraiment parce que l'objectif, c'est pas de poser des limites aléatoires, des trucs qui sont pas vraiment importants pour vous, juste pour tester si la personne va les respecter. Non. S'il y a des choses, et il y a forcément des choses qui sont importantes pour vous, des règles entre guillemets que vous avez, des besoins qui doivent être respectés, des limites à pas franchir, voilà, enfin vous savez de quoi je veux parler, quoi. C'est très important de pouvoir poser ces limites-là dès le départ et voir si la personne les respecte. C'est ça, de poser cette base de respect. Évidemment, il y a la vulnérabilité, il n'y a pas de connexion sans authenticité, c'est ce que je vous dis tout le temps. Si on n'est pas en mesure d'être soi-même, de se livrer, et ouais, de vraiment se montrer tel qu'on est, il peut pas y avoir de vraie connexion. C'est pas possible. Si on est dans l'inauthenticité, il y aura pas de connexion. Donc ça, c'est hyper important parce que le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est que au début, quand ils viennent de rencontrer une personne, ils vont tout de suite chercher à être parfaits. Ils vont tout de suite chercher à pas vraiment trop montrer leur personnalité de peur que ça déplaise à la personne. Et ils vont pas vraiment donner leur avis sur les choses. Ils vont pas affirmer d'avis tranchés parce qu'ils auront peur justement de déplaire et que la personne se désintéresse, quoi. Ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, la pire erreur qu'on puisse faire. Encore une fois, parce que il peut pas y avoir de vraie connexion si vous n'êtes pas vous-même. Vous pouvez pas savoir si vous êtes compatible avec cette personne et si vous vous correspondez, si vous n'êtes pas vous-même avec cette personne, que vous cachez des choses, que vous jouez un rôle même inconsciemment, en fait. La vulnérabilité, c'est aussi de pouvoir se livrer sur des choses éventuellement difficiles que vous avez vécues pour que la personne, elle puisse comprendre ce que vous avez traversé et à qui elle a affaire, en fait. Et ça, c'est uniquement possible si on a la sécurité. La sécurité de pouvoir se confier, de pouvoir être soi-même, de sentir qu'on peut faire confiance à la personne. Évidemment, il y a aussi la sécurité physique, mais pas seulement parce que pour les femmes en particulier, mais pour les hommes aussi, enfin, dans tous les cas, tout le monde aura besoin de la sécurité émotionnelle. Mais je trouve que ce besoin de sécurité, il est encore plus important chez les femmes parce que dans notre société actuelle, enfin de toute façon depuis la nuit des temps, on a toujours été, enfin on s'est toujours retrouvé face à plus d'insécurité dans toutes les sphères de notre vie, de serait-ce que on sait que nos droits fondamentaux, par exemple le droit à l'IVG, le droit de vote aussi, nos droits fondamentaux sont constamment remis en question dans certaines parties du monde. On sait que les femmes n'en ont carrément pas du tout, encore à l'heure actuelle, dans certains endroits. Et tout ça, c'est jamais acquis, en fait. On sait que pour nous, les femmes, il y a plein de choses qui sont jamais totalement acquises pour nous. Et donc, c'est encore plus important pour nous, au-delà de l'aspect sécurité émotionnelle, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, etc. Il y a vraiment ce truc on peut pas être sereine si les gens autour de nous, dans notre vie, nous garantissent pas, nous apportent pas cette sécurité, sachant que il y a plein de choses qui peuvent nous être retirées du jour au lendemain. Sécurité émotionnelle, je vais revenir là-dessus, ça c'est hyper important. C'est un des points vraiment majeurs. Finalement, tout est lié et tout se rejoint un petit peu sur ce point-là, c'est le fait de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, que ce soit des doutes ou que ce soit exprimer son attachement, exprimer ce qu'on ressent pour la personne, exprimer ses émotions, en fait, tout simplement. On
on doit être en mesure, on doit savoir, on doit être en mesure de sentir que la personne va bien recevoir ce qu'on va lui exprimer. Si on n'a pas cette sécurité-là, si on sent qu'on n'est pas en mesure d'exprimer ça, la connexion, forcément, elle va pas pouvoir vraiment se faire. Parce que le cerveau doit être en mesure de sentir que la connexion est safe, en fait. Que cette personne, tout simplement, est en mesure d'accueillir toutes les émotions qu'on a. Alors, accueillir, attention, ça ne veut pas dire réguler les émotions de l'autre personne, et ça ne veut pas dire subir les émotions de l'autre personne. Accueillir, ça veut tout simplement dire, s'il y a un doute à clarifier, je vais le clarifier. Si la personne se livre sur quelque chose qu'elle ressent, je vais accueillir ça, je vais la remercier, je vais moi aussi m'ouvrir à mon tour pour équilibrer, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. La relation, quelle qu'elle soit, et ça je vous parle en règle générale, hein, c'est pas que dans ce domaine-là, dans n'importe quel type de relation, si vous n'osez pas exprimer les choses, peu importe les peurs que vous pouvez avoir, bah c'est la connexion que vous avez avec la personne qui va en pâtir. Ça c'est sûr et certain. La connexion, elle a besoin d'authenticité, mais du coup, elle a aussi besoin de sécurité. Sinon, elle ne peut pas se déployer. Parce que quand on est en mode protection, on ne peut pas connecter. Au niveau du cerveau, c'est soit le cerveau a pour mission de protéger, soit le cerveau a pour mission de connecter. On ne peut pas faire les deux en même temps, ça mobilise des zones du cerveau et des neurotransmetteurs qui sont différents et qui peuvent pas coïncider, qui peuvent pas être sécrétés en même temps et travailler ensemble. Mais bon, tout ça, on en reparlera dans un prochain épisode de podcast. Je vous ferai un focus sur plus ce sujet-là avec finalement qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau dans différents types de contextes relationnels. Je pense que je vais vous faire un épisode là-dessus vraiment focus sur comprendre ce qui se passe dans le cerveau, les mécanismes de protection, les hormones qui sont sécrétées, les neurotransmetteurs, les zones du cerveau. Je pense qu'on va voir tout ça dans un épisode prochainement. Dernier point qui est important, pour moi, c'est l'admiration. C'est le fait d'admirer. C'est pas une admiration en mode la personne est mise sur un piédestal, hein, c'est pas ça. Hein. Mais c'est simplement le fait d'admirer qui est cette personne pour ses caractéristiques, pour comment elle gère sa vie, son courage, sa détermination, sa façon d'être, sa capacité à toujours voir le positif dans des situations où tout le monde est toujours très négatif, comment elle a géré certaines choses de son passé, comment elle les a dépassées. Voilà, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis après, évidemment, il y a les indispensables, l'attraction, l'affection, évidemment, enfin, la tendresse, enfin, il y a toutes ces choses-là, évidemment, qui sont à inclure là-dedans. C'est une erreur qu'on retrouve peut-être un petit peu moins, mais je pensais que c'était intéressant quand même de la mentionner, c'est l'erreur de se limiter à quelqu'un qui serait exactement comme nous. Comme si, en fait, on était en train de chercher notre double. Quelqu'un qui a exactement les mêmes goûts musicaux, qui a exactement le même style, presque un peu dans l'idée que on part du principe qu'il faudrait qu'on soit semblable en tout point pour pouvoir partager des choses ensemble et pour pouvoir connecter. Alors que je trouve que justement, les différences, que ce soit des différences, comme je disais tout à l'heure, de situation, d'âge, moi par exemple, la personne dont je vous parlais au début de l'épisode, c'est quelqu'un qui est plus jeune que moi, mais l'âge ne faisant pas la maturité, c'est quelqu'un de mature dans la vie en règle générale. Donc finalement, la différence d'âge se sent pas vraiment. Et justement, ce qui est intéressant, je trouve, et ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le plus important, c'est d'avoir des valeurs communes. C'est d'être avec des gens, et là je parle vraiment dans la vie en général, en fait, dans vos relations en règle générale, quelles qu'elles soient.
Le plus important, c'est d'avoir des valeurs communes, c'est se retrouver autour de ça, c'est de voir la vie de la même façon, à quelques exceptions près, mais c'est de globalement voir la vie de la même façon, c'est d'être en phase sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, c'est comment on va gérer des conflits, comment on va aborder, comment on va gérer des imprévus, résoudre des problèmes, enfin, c'est ça en fait le plus important, au final. Et puis il faut pas oublier que ça reste intéressant, enfin ce qui est intéressant dans les liens, dans les relations quelles qu'elles soient, c'est aussi de faire découvrir des choses à l'autre, justement. C'est cet aspect de les gens que j'ai autour de moi, que j'ai dans ma vie, sont des personnes qui, comme elles ne sont pas exactement comme moi, vont aussi me faire découvrir des choses. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Je dis pas qu'il faut se refuser impérativement de fréquenter des personnes qui sont vraiment semblables à nous. Je dis juste qu'il faut pas se fermer juste parce qu'une personne, elle a des goûts sur certaines choses qui sont assez différents des vôtres. Parce que tant que vous arrivez à vous retrouver sur pas mal de trucs et que vous avez cette ouverture de en fait, si toi t'aimes bien ça, je suis disposée à le découvrir et voilà, ça me fera découvrir autre chose et ça va être cool. En fait, il n'y a pas de sujet, quoi. Et se limiter sur des choses comme ça, je trouve ça dommage. Dernier point, troisième erreur qu'on peut faire et dernier point que je voulais évoquer dans cet épisode, ça concerne nos insécurités. J'ai remarqué, et je l'ai fait moi-même, là pour le coup je plaide coupable à 100%, qu'on se fait très souvent des nœuds au cerveau, littéralement, en pensant que certaines choses chez nous vont être trop repoussantes, que ce soit esthétique, que ce soit des trucs de notre vie, que ce soit de notre personnalité ou des choses de notre passé, etc. Et qu'on ne pourra pas plaire à quelqu'un ou qu'on ne pourra pas être aimé par quelqu'un, on ne pourra pas être apprécié, enfin qu'une personne va forcément ne pas apprécier qui on est, si on est X ou Y, si on a telle ou telle caractéristique, et que donc on va forcément nous rejeter à cause de ça, ou considérer qu'on n'est pas assez bien à cause de ces choses-là. Et du coup, automatiquement, si on est dans cet état d'esprit-là, on va bloquer les rencontres, on va se bloquer. On va se dire, en fait, ça va correspondre à une croyance de « il faut que je sois parfaite, sinon on ne pourra pas m'aimer ». Ou il faut que je me rapproche le plus possible du sans défaut, parce que même si on a rationnellement intégré l'idée que la perfection n'existait pas, mine de rien, on essaye quand même de s'en rapprocher, en mode, il va falloir que je perde du poids, il va falloir que je corrige telle ou telle chose, que ce soit physique, que ce soit dans notre caractère, il va falloir que je fasse telle chose mieux, il va falloir que je fasse moins telle chose, et tout ça, au final, ça correspond à quoi ? Ça correspond à « je ne suis pas assez comme je suis ». Et donc, automatiquement, si on considère qu'on n'est pas assez comme on est, on bloque inconsciemment les rencontres. On se dit « ça sert à rien, je vais être rejeté, voilà, la personne va pas m'aimer comme ça », ou on va se mettre une pression de dingue pour changer certaines choses en pensant qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra intéresser quelqu'un ou plaire à quelqu'un. Le truc, c'est que on a tous de base des trucs comme ça qu'on n'aime pas trop chez nous, qu'on aime moins chez nous, des spécificités que les autres n'ont pas, enfin que la plupart des gens n'ont pas forcément, et que du coup on pense qu'ils vont être gênantes ou qu'ils vont être repoussantes. Et puis un jour, on rencontre une personne, et en fait tous ces trucs-là, soit la personne elle a même pas remarqué, soit ça la dérange pas du tout, soit même les choses qu'on n'aimait pas chez nous, la personne, elle aime bien. Elle aime bien ces trucs-là. Et là, on se dit, ouais, je me suis fait des nœuds au cerveau pour rien, en fait. Moi, par exemple, pendant un moment, je me disais, comme je vous disais tout à l'heure, mon métier, ça pourrait être un petit peu compliqué pour quelqu'un, que ce soit par rapport à mon mode de vie,
que ce soit par rapport au fait que je sois sur les réseaux sociaux et que donc du coup je sois amenée à partager certaines choses, comme là je vous partage des choses de ma vie privée, ça peut ne pas convenir à quelqu'un. Et dans mon cas, vous le savez, parce que vous connaissez, je vous ai parlé de ce sujet-là, il y avait aussi, là plus récemment, l'aspect physique, parce que, vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai pris du poids pour guérir de mes TCA. J'ai commencé mon parcours en début d'année. J'ai pris du poids, j'ai travaillé sur cette peur-là, cette peur de grossir et sur le fait d'accepter mon nouveau corps, mon corps comme il était du coup maintenant. Mais ça reste pas le corps dont j'ai l'habitude de base, le type de corps que j'ai eu la majeure partie de ma vie. Donc, il y avait quand même encore un petit peu ce truc de... J'ai un peu de mal, en fait, dans ce rapport à l'autre. Ouais, il y avait encore cette petite appréhension, on va dire. Je dirais pas que c'était une peur, mais je dirais que c'était plus, une appréhension et un truc de mal à l'aise, quoi. Même pas vraiment de... Est-ce que la personne va m'accepter comme je suis ou est-ce que ça va la déranger, mais plus, est-ce que moi, je vais réussir à me sentir bien face à quelqu'un d'autre? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y avait aussi, moi, c'est un gros sujet, je vous l'ai déjà dit, je pense que je vous en parle tout le temps. Mais moi, comme j'ai fait du yo-yo pendant plusieurs années, et en plus, cette année, du coup, il y a une période où j'ai pris du poids très rapidement. J'ai perdu la moitié à peu près après, mais j'ai quand même pris pas mal de poids rapidement. J'ai eu beaucoup de vergetures. Et moi, vous savez, les vergetures, je trouve ça vraiment moche. Sur moi, hein. J'en fais pas une vérité générale, mais sur moi, vraiment, j'aime pas. J'ai du mal, c'est un truc, je trouve pas ça esthétique. Je les accepte parce qu'elles sont là et voilà, quoi. Ça fait partie de l'acceptation de soi, mais je pense que c'est un truc que je trouverai jamais esthétique et qui trouvera jamais grâce à mes yeux. Mais justement, c'est en se retrouvant face à quelqu'un qui va vous dire « Bah non, en fait, moi, ça me dérange pas. Même, je vais même te dire, en fait, tel ou tel truc que t'aimes pas chez toi, moi, j'aime bien. Tu vois, c'est un truc que moi, j'aime. » Là, vous allez vous dire « Ouais, en fait, nos insécurités, elles sont... » on s'attarde sur des trucs et on se bloque à cause de trucs en s'imaginant que ça va être un truc tellement repoussant que c'est impossible que quelqu'un nous accepte comme ça ou nous apprécie comme ça ou qu'on plaise comme ça. Et en fait, c'est faux. C'est totalement faux. On peut littéralement tomber sur des personnes qui vont nous dire alors là, ça me dérange pas du tout. Et ça, toi, t'aimes pas, mais moi, j'aime bien. Donc en fait, ça sert à rien de se bloquer et de s'empêcher des rencontres pour des trucs comme ça, quoi. Petit point bonus que je voulais ajouter à cet épisode, et pour le coup, là, je vais vous partager un avis qui est vraiment très personnel et vous en ferez ce que vous voulez. Je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de femmes qui sont, entre guillemets, ambitieuses. C'est un mot que j'aime pas trop, mais bon, je l'utilise parce que j'ai pas meilleur mot, en fait, à utiliser pour exprimer ce que je veux dire. Et donc, j'ai conscience que ces femmes-là sont des personnes qui ont des projets, souvent peu de temps libre, qui, même globalement, ont besoin de prioriser certaines choses dans leur vie à certains moments. Et j'ai remarqué, mais moi aussi, je l'ai fait, que du coup, les femmes dans ce profil-là s'empêchaient beaucoup de faire des rencontres, c'est-à-dire se bloquer complètement à l'idée de faire des rencontres, parce qu'elles se disent, en fait, moi, je suis pas prête pour l'engagement, les enfants, le mariage, voilà, m'installer avec quelqu'un éventuellement, peu importe, une relation engagée. C'est pas possible pour moi à l'instant T parce que mes projets sont plus importants, il y a des choses dans ma vie qui sont plus importantes que ça et je n'ai pas nécessairement envie, en fait, de dédier beaucoup de temps à ça.
Et du coup, elles se bloquent complètement de tout type de relation. Parce qu'elles se disent en fait un peu cette pensée un peu dichotomique qui leur fait se dire soit je suis en mesure d'avoir l'engagement le plus total, la relation finale, voilà, le truc qui dure toute la vie, etc. Soit je fréquente personne. Soit je rencontre personne, je vois personne parce que c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est la pensée dichotomique, quoi. Et à ces femmes-là, j'ai envie de leur dire, c'est ok d'avoir quelqu'un dans votre vie quand même. Vous pouvez vivre des bons moments avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas en mesure de dédier beaucoup de temps à ça et de vous engager pleinement. Je pense que vous n'êtes pas obligé de vous couper de tout lien affectif parce que vous n'êtes pas dans ce schéma, relation engagée, le truc ultra sérieux, etc. Parce que ça vous correspond pas pour l'instant, parce que c'est pas possible, entre guillemets, pour vous pour l'instant. Je vois pas en quoi ce serait un problème. Vous avez le droit à une relation, à un lien qui correspond à vos besoins actuels, vos besoins à l'instant T, et qui tient compte de vos contraintes. En fait, tant que les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de raison de se priver de ça. Mais après, comme je vous ai dit, ça reste juste mon avis. C'est une petite ouverture de réflexion que je vous propose. Mais à nouveau, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet, un grand tour bien détaillé du sujet. S'il y a un point sur lequel vous voulez que je revienne, s'il y a un truc que vous voudriez que je développe, notamment si ça vous intéresse, que j'aborde davantage les mécanismes qu'on va retrouver, ce qui va se passer au niveau du cerveau dans ce contexte des relations. Si vous voulez que j'en parle davantage et que je fasse un focus là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis de toute façon, comme d'habitude, vous pouvez me laisser toutes vos questions et tous vos retours dans les commentaires. Je vous lirai avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.